Peuplée comme la région parisienne, la Belgique est une petite monarchie fédérale trilingue, plate comme une limande, en proie aux divisions et bien sûr, berceau de l'art d'accommoder un célèbre tubercule à l'huile bouillante. C'est aussi le pays du peut-être prochain président de la Commission européenne, Guy Verhofstadt. Aux européennes du 25 mai, il sera la tête de liste des libéraux, le troisième groupe du Parlement européen, loin derrière les conservateurs du PPE emmenés par Jean-Claude Juncker et les socialistes du PSE conduits par Martin Schulz. Mais ce Bayrou supranational n'a pas toujours été un parangon du compromis, un révolutionnaire du milieu. Il y a 20 ans, il a été labellisé Baby Thatcher, jusqu'à ce qu'il découvre, à la défaveur du génocide rwandais, les conséquences d'un État absent. Au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela. Depuis, il défend les vertus d'un État pansement. Premier ministre du Royaume de 1999 à 2008, il prescrit aux Belges le mariage homosexuel, la PMA, l'euthanasie, la tolérance au cannabis, la lutte contre le sexisme ou le racisme. En 2004, Guy Verhofstadt s'était opposé à la guerre d'Irak et les Anglais avaient mis leur veto sur sa candidature à la présidence de la Commission européenne. En 2014, pour la première fois, les 28 chefs d'État de l'Union devront tenir compte du résultat des élections pour désigner le nouveau président. Et ce pourrait être un président belge. Sans blague. Guy Verhofstadt, on est content de vous recevoir parce que vous incarnez un rapport passionnel, constructif, enthousiaste à l'Europe et ça fait du bien en ce moment. Ce préambule étant dit, on n'a pas beaucoup de temps, donc dans le vif du sujet, comment pensez-vous pouvoir être le troisième homme face à deux poids lourds que sont Schulz et Juncker? Est-ce qu'il y a un interstice pour diriger la Commission? Pour diriger la Commission européenne, bien sûr. Parce que ni Juncker ni Schulz vont avoir une majorité, donc ça sera nécessaire de trouver une majorité au sein du Parlement européen. Vous seriez l'homme du compromis. On est la troisième force politique et on veut rester la troisième force politique. C'est ça quand même aussi un des défis de ces élections, c'est d'être plus grand que les eurosceptiques. Parce que les eurosceptiques, les nationalistes, les populistes, ça va devenir aussi un groupe important. On veut être plus grand qu'eux. Et puis on va voir. Moi je pense que j'ai un programme qui peut réunir tous les pro-européens au sein de ce Parlement européen. Angela Merkel, qui est un des chevilles ouvrières, pour ne pas dire plus, de l'Europe, acceptera-t-elle que vous être votre programme, soyez président de la Commission européenne? Oui, parce que le programme que je propose, c'est de ne pas faire de dette supplémentaire, donc ça doit plaire à Angela Merkel. Deuxièmement, c'est de faire un saut en avant dans l'intégration européenne. Ce que je veux faire... C'est quoi l'intégration européenne, concrètement? Ce que je veux faire, c'est un peu ce que Delors a fait. Vous vous rappelez, dans les années 80, on avait aussi des difficultés, il y avait l'eurosclérose à ce moment-là, il y avait aussi la crise économique. Et lui, il est sorti avec un plan. Ce plan, c'était créer le marché intérieur en Europe, justement pour créer la croissance. Je vais faire exactement la même chose. On a besoin d'une deuxième vague d'intégration européenne, avec de l'intégration dans les banques, l'intégration les marchés des capitaux, le digital. On n'a pas de grandes entreprises en Europe. Ils sont tous Google, Facebook, Twitter, américaines. Alors vous dites intégration parce qu'il y a un mot que vous ne voulez plus utiliser, c'est le mot fédéralisme. Vous êtes pourtant l'un des meilleurs avocats du fédéralisme avec Daniel Cohn-Bendit. Et l'intégration, c'est quand même le saut fédéral, c'est quand même le pas supplémentaire. Tout à fait, mais je veux l'éviter. D'union entre ces pays. Je l'évite pourquoi? Parce que les gens pensent, certainement en France, mais dans d'autres pays aussi, que ça veut dire super-État. Bureaucratie, réglementation. Ou dissolution des États nationaux. Oui, et c'est ça aussi la peur du fédéralisme. C'est pas le cas. Ce qu'il faut faire au niveau européen, c'est où l'Europe a une valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut faire. Par exemple, dans l'énergie, on le voit aujourd'hui qu'il y a des problèmes avec la Russie, que les prix énergétiques en Europe sont beaucoup plus élevés comparés à nos compétiteurs et à nos concurrents aux États-Unis. Eh bien, pour les faire baisser, il faut la communauté énergétique au niveau européen, c'est-à-dire un réseau sur tout le territoire européen. Voilà les pas à faire le plus vite possible pour sortir de la crise, plutôt que de continuer cette discussion, ce débat entre l'austérité et plus de dette. Et puis les socialistes qui veulent encore dépenser plus, ne sachant pas en fait que ces dettes ont été à l'origine de nos problèmes d'aujourd'hui. Alors c'est la première campagne transnationale, en quelque sorte. Vous allez faire 5 pays dans la semaine. Est-ce que vous voyez, quelle différence vous voyez déjà, vous percevez déjà
dans cette campagne entre les différents pays? Ouais, c'est la première fois que ça se passe. Dans le passé, toutes les élections européennes, c'était quand même un test au niveau national, pas plus. Quelle était en fait la popularité du gouvernement national? C'était ça l'enjeu. Maintenant, c'est quand même différent. Pour la première fois, je vois dans ces débats naître une sorte, de débat, de démocratie européenne. Pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça maintenant? Parce qu'il y a des candidats pour la présidence à la Commission. À la Commission. Et donc, ce n'est pas encore des candidatures transnationales, parce que ça, c'est l'étape suivante en 2019. C'est d'avoir aussi des candidats transnationaux. Ça veut dire que, par exemple, un Français pourrait voter pour un Belge ou vice-versa. Vous diriez que c'est la première campagne présidentielle européenne? Oui, et donc ça change quand même. Il y a une démocratie qui est en train de naître et qui va démontrer en fait que les nationalistes, les eurosceptiques et les populistes ont tort. Parce que qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent qu'on va résoudre tous les problèmes en Europe en se retranchant derrière les frontières nationales. Ça veut dire que le changement climatique, la migration, le chômage va disparaître quand on va se retrancher derrière nos frontières nationales. C'est de la foutaise, c'est naturellement un mensonge. Et donc, ce qu'il faut expliquer aux citoyens, c'est justement l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas défendre l'Europe comme il est maintenant, l'Europe de la crise, l'Europe qui est seulement menée par l'austérité. La discipline budgétaire est nécessaire, mais il faut ouvrir une deuxième voie, c'est-à-dire une stratégie de croissance. Et là, je pense qu'il faut retourner à ce qu'a fait Jacques Delors comme inspiration. Et vous êtes issu, vous, d'un pays fédéral. C'est ça aussi qui fait un peu la différence. Dans un pays comme la France, qui est construit, bâti autour de son État, c'est difficile à comprendre. Culturellement, la révolution et la bascule est dure. En Europe, qu'est-ce que vous voulez? Il y a différentes langues qui sont utilisées, il y a différents pays. Vous parlez combien de langues, Guy Verhofstadt? 5 langues? Non, 4. Ouais, 5. Il y a encore de l'italien dedans. Oui, quoi? Français, anglais, allemand? Français, anglais, le néerlandais, qui est ma langue maternelle, et puis surtout l'italien. Oui. Et c'est amusant de faire les campagnes en Italie et de parler l'italien, alors, parce que les Italiens, ils aiment ça, de faire. Alors qui va décider, les électeurs ou Angela Merkel, François Hollande? On a du mal. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que dans le traité, on dit qu'il faut avoir une majorité qualifiée dans le Conseil, donc c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Puis il faut avoir aussi une approbation, donc une majorité dans le Parlement. Majorité absolue. Majorité absolue dans le Parlement. Et donc, dans la réalité, il est très clair qu'on ne va pas accepter avec le Parlement européen qu'on va choisir quelqu'un en dehors des candidats. Parce que c'est impensable qu'après ces élections, on dit oui, c'était pour rigoler, en fait, cette lutte entre les différents candidats, on va prendre quelqu'un en dehors de ça. Ce serait tuer, en fait, la démocratie européenne. Guy Verhofstadt, sur l'Ukraine et sur l'attitude de l'Europe quant à ce qui s'est passé en Ukraine, vous avez été très tôt tenir des discours, haranguer les... le 20 février. Vous étiez à Maïdan le 20 février. Que pensez-vous de l'attitude de l'Europe ou de la non-attitude ou de la frilosité et des sanctions qui sont engagées? Sont-elles suffisantes? Est-ce la bonne attitude? On a montré notre unité une fois, au moment qu'on a lancé ces sanctions contre Yanukovych. Et ça a aidé parce que ça a changé en fait la majorité au Rada, au Parlement ukrainien. Mais pour le moment, on est trop mou envers Poutine. Je ne dis pas envers les Russes, parce que moi je fais la distinction entre la Russie d'une part et l'autocrate qui est Poutine. Et Poutine, ce qu'il veut faire, c'est créer des conflits gelés partout. Dans les différents États. Mais plus mou, comment est-on plus dur pour le coup? Il faut lancer des sanctions. Pas au niveau économique, je n'y crois pas, parce qu'au niveau économique, ça va durer 2-3 ans avant qu'on se mette d'accord au niveau européen. Mais en fait, des sanctions au niveau personnel, contre l'entourage. Les oligarques. C'est ce qui a déjà été mis en place. Exactement, les oligarques. Donc les renforcer. Et les renforcer, dire voilà, vous ne pouvez pas venir dans notre pays. Très bien. Et on va bloquer vos comptes bancaires. Ça marcherait. Et puis aussi aller derrière leur fortune, parce que toutes ces fortunes-là, ils se trouvent où de ces oligarques? Chez nous, en France, en Italie, dans la City de Londres. C'est là qu'il faut les toucher. Et ça peut marcher. C'est tout. Dernière question, votre temps de parole est terminé, mais votre adresse email, c'est .eu comme Europe ou .be comme Belgique? C'est .com. D'accord, et ben voilà, parce que celle de Cohn-Bendit, c'est .eu pour Europe. Merci Guy Verhofstadt, et place au débat sur le terrorisme islamiste en Afrique, les massacres de villageois, les attentats et l'enlèvement mi-avril par Boko Haram de plus de 200 collégiennes nigérianes.